Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce cycle de conférences de la Fondation de la France Libre. Nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir l'un de nos grands historiens, Philippe Rath, ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé d'histoire et membre de notre conseil scientifique. Philippe Rath est l'auteur de plusieurs ouvrages sur le général de Gaulle. Il a publié notamment De Gaulle, la vie, la légende, dans une collection Larousse en 2000, Charles de Gaulle, Nouveau Monde édition en 2008, et De Gaulle et la République chez Odile Jacob en 2018. Alors c'est une conférence pas comme les autres à laquelle nous vous convions aujourd'hui, car elle est le fruit d'une lecture du discours prononcé le 15 novembre 1941 à l'Albert Hall par le général de Gaulle, intitulé « L'unité humaine ne procède que de l'esprit ». Cette conférence invite à une réflexion profonde sur ce qu'ont été les aspirations et les desseins de la France libre exprimés par le général de Gaulle en 1941, le combat pour la démocratie, l'humanisme, le progrès, l'esprit de justice, la dignité et la passion de la réussite constituent un bien précieux qu'il est nécessaire de rappeler. Comme vous l'évoquez, cher Philippe Rath, la France libre dégage la force d'une résolution pleinement éclairée, nourrie par une méditation stratégique apaisée et sûre de ses vues. C'est un thème donc peu souvent traité et pourtant tout à fait d'actualité. C'est pourquoi nous sommes particulièrement heureux de vous recevoir aujourd'hui, cher Philippe Rath, à la Fondation de la France libre. Bonjour. Bonjour et merci Christophe. Je voudrais commencer par d'abord des excuses auprès de tous ceux qui peut-être auront l'intelligence de nous regarder, parce que je sais que tous connaissent infiniment mieux le sujet que nous allons traiter que je ne puis le faire. Je voudrais aussi poursuivre par des remerciements, bien sûr, au général Bress, à vous-même Christophe, et puis tout spécialement à Sylvain Cornille-Ferraud, qui est le coupable, si j'ose dire, d'avoir attiré mon attention sur ce discours que vous évoquiez à l'instant, et qui m'est apparu comme un moment absolument prodigieux de la pensée, et oserais-je dire, de l'évolution de la guerre tout entière. On verra pourquoi. Alors, il se trouve que de surcroît, nous sommes aujourd'hui le 5 mai pour enregistrer cette conférence, et que dans quelques heures, nous commémorons le 200e anniversaire de la mort de Napoléon, ce qui m'amène à retrouver une pensée que le général a été confiée à lui-même dans ses carnets sur Napoléon, et qui dit beaucoup de choses. Suivant Stendhal, l'erreur de Napoléon fut avoir appelé ce peuple grande nation, oubliant qu'elle n'était grande qu'à condition de l'avoir pour chef. Et une fois qu'on a lu ça, on comprend effectivement ce qu'il en est, non seulement de la France, mais de la France libre, et que beaucoup de choses résident dans la personne de ce chef tout à fait exceptionnel, sur les épaules de qui a reposé bien sûr l'honneur, le salut, le redressement de la France, mais à mes yeux, bien davantage encore, l'intelligence, l'expression et la conduite du sens de la guerre. C'est là-dessus que nous allons nous concentrer. Et pour qualifier ce chef que nous connaissons bien les uns et les autres, qui partageons la dévotion qui nous réunit autour de la France libre, je prendrai volontiers une autre phrase anniversaire d'un 10 mai, mais le 10 mai 1961. C'est lorsque le général de Gaulle préside au transfert des cendres du maréchal Lyautey aux Invalides. On est encore près de Napoléon. Et voici ce qu'il en dit. En vérité, ce que fit ce grand romantique de la pensée et de l'action porte l'empreinte d'une œuvre classique, c'est-à-dire valable en tout cas et en tout temps, parce que ce fut une œuvre humaine. Homme au milieu des hommes, c'est surtout de ses semblables qu'il était occupé. Et cette phrase que De Gaulle applique à Lyautey, elle lui va comme un gant. Parce qu'en effet, et nous ferons un peu plus tout à l'heure, quand nous arriverons au terme des développements que je me propose de conduire pendant les quelques minutes qui nous réunissent, nous verrons que pour le général de Gaulle, le 18 juin, allez, le 28 et peut-être mi-juillet, la guerre c'est fini, c'est plié. Hitler va perdre. Il va perdre pour une raison très simple, c'est parce qu'il gagne. Et comme il gagne trop, il va en faire trop. D'ailleurs, il s'en privera pas. Il ira en Afrique, il ira en Russie, il déclarera la guerre aux États-Unis. Il est fini, il va mourir. Et donc, il s'agit d'inventer autre chose. La guerre, c'est déjà terminée au moment où elle est à son paroxysme, et il faut inventer autre chose pour la guerre et pour l'après-guerre. Et cette pensée ne cessera de l'occuper d'un bout à l'autre de la période que nous allons parcourir rapidement, comme la grande question. Que signifie cette guerre? Où nous conduit-elle? Et de quoi est-elle l'effet? Bien sûr, d'une attaque allemande, mais beaucoup plus profondément d'une crise de civilisation. C'est sur ce mot de civilisation que nous nous arrêterons tout à l'heure. Et pour l'instant, partons de la France libre, parce que c'est elle qui nous réunit.
Dans ce discours prononcé à l'Albert Hall sur l'invitation des Français d'Angleterre, De Gaulle commence par les décrire de la manière suivante. « Nous étions une poussière d'hommes, nous sommes maintenant un bloc inébranlable, nous nous sommes rendus à nous-mêmes le droit d'être des Français fiers et libres. » Une poussière d'hommes, le mot mérite un brin de commentaire. Une poussière d'hommes, c'est de personnes singulières, de chair et d'os. Ce n'est pas une cause, ce n'est pas une idée, ce n'est pas une abstraction. Ce sont des individus, peu nombreux, petits, c'est important de savoir. Ce n'est pas des maréchaux, c'est des file and rank, comme on dit en Angleterre, des gens de base. Et de cela, on fait un bloc inébranlable. Ce n'est pas un bloc fermé, c'est un bloc solide et résistant. Et ce bloc de Gaulle, qui est la malice même en matière d'écriture, on verra pourquoi tout à l'heure, l'appelle le droit d'être des Français fiers et libres, FFL. Et on pourrait au fond résumer l'histoire de la France libre de la manière suivante. On passe de FFL en FFL. On commence par les forces françaises libres. Ce sont des Français libres et fiers en 1941. Faire face lucidement en 1942. France fermement libérateur en 1943-1944. Et enfin, France figure libératrice à partir de 1945. Donc, on a là quelque chose qui est un fil conducteur discret et qui est la maîtrise du langage par le général de Gaulle. Avant d'entrer dans le vif du sujet qui nous occupe, je voudrais revenir un instant sur un infime détail dont je suis très étonné d'avoir été peut-être le premier à le remarquer dans le livre que vous citiez en 2000, et qui se trouve dans les Mémoires de guerre, page 385 de l'édition Pléiade, juste au milieu. Et De Gaulle écrit « La résolution nationale, plus puissante qu'aucun décret formel, me chargeait ouvertement d'incarner et de conduire l'État. » Alors, on lit ça, puis on passe. Et on oublie de constater que résolution nationale ne se distingue de révolution nationale que par une seule lettre, un S à la place d'un V. Et c'est évidemment pas par hasard. De Gaulle savait manier la plume. Et on a là, au fond, une transformation prodigieuse. La révolution nationale, c'est l'incarnation du déshonneur, de l'armistice, de l'abandon, de la soumission, de la coopération, de la collaboration. La résolution nationale, c'est au contraire toute l'épopée. Et bien davantage encore, c'est une renaissance de la France. Autrement dit, à une seule lettre près, on a l'écart entre l'enfer, et non pas le paradis, mais l'effort. Entre l'enfer et l'effort, ça se ressemble. C'est fondamental. Ajoutez encore un détail dans national. Quand on dit révolution nationale, national est un adjectif qui suggère un contenu à cette révolution. Et en fait, un oxymore d'une révolution qui est nationaliste, qui est rétrograde, qui est rétroactive, celle de pays Vichy, c'est une aberration, c'est un non-concept. Alors que résolution nationale, l'adjectif national, dit tout autre chose. Il invente la nation. À partir de la résolution, on fait naître l'idée qu'une nation est en train de s'exprimer, en train de naître, comme l'étymologie le veut. Donc vous voyez comment, dans le maniement des mots, De Gaulle prend un soin extraordinaire à bien préciser les choses, et ceci nous amène à la France libre. Parce qu'elle me fait un tout petit problème. Alors, je vais reprendre les termes que le général emploie à propos de la France libre, en disant « Chacun sait quelles furent les étapes, toujours dures, parfois cruelles, de notre marche en avant. » Et comme tout le monde, derrière cette caméra, le sait parfaitement bien, je vais m'épargner le ridicule de les rappeler, je risquerais de faire beaucoup d'erreurs. Cependant, en parcourant les étapes, les jalons de cette marche en avant, je n'ai pas trouvé moins de 21 dates possibles pour concourir à la naissance de la France libre. Enfin, bien sûr, il y a le 18 juin. Mais De Gaulle lui-même évoque le 17. Et juridiquement, c'est le 16 au soir. Le Conseil d'État l'a confirmé par un arrêt qu'il a pris en 2018 pour valider cette idée-là. On pourrait aussi prendre le 28, on pourrait prendre l'accord de Chequers. Pour moi, une des dates absolument cruciales, c'est le moment où Catroux reconnaît De Gaulle. C'est-à-dire qu'une des figures les plus éminentes de ce qui compte en France s'incline devant quelqu'un qui incarne autre chose. De même, quand les Anglais à Chequers reconnaissent la force française libre plutôt que les forces françaises libres ou les Français, c'est aussi une date possible. Le 14 juillet, quand les forces françaises libres défilent, c'est une date symbolique. Une date extraordinaire, c'est Bir Hakeim, parce qu'elle apporte un contenu, une gloire, je vois ici les panneaux qui le rappellent, à cette France libre. On peut en citer des tas, ça peut être le 3 juin 1944, lorsque le GPRF est constitué, ça peut être le moment où il est reconnu en octobre de l'année suivante, 21 dates. Donc quelqu'un qui est né 21 fois n'est pas forcément assignable à une date de naissance précise et unique. C'est embarrassant, parce que nous sommes ici à la fondation de la France libre. S'il y a une fondation, c'est qu'il y a une France libre, c'est qu'elle existe, on sait de quoi on parle, et tout le monde croit savoir de quoi on parle. Or, cette simple remarque liminaire prouve que nous parlons non pas d'une chose, d'une entité, même d'une entéléchie, mais d'un mouvement, d'une dynamique, d'une transformation.
Si je voulais être très cuistre, je dirais que la France libre est hegelienne, c'est-à-dire qu'elle appelle l'unité, le salut, l'en-soi, le pour-soi, l'en-soi pour soi. C'est une transformation, c'est un opérateur. Et je préfère la considérer comme ça, un opérateur mathématique, si vous voulez, un opérateur philosophique, que comme la réalité qu'elle a bien entendu été. Mais parce que si je me penche sur le moment où elle s'arrête, j'ai les mêmes difficultés. Par exemple, je ne m'y attarde pas trop si vous voulez, mais en 1941, on dit c'est aujourd'hui le Conseil national français, pardon, créé en 1441, est aujourd'hui le seul représentant de la France et de l'Empire. Il n'y a plus une France et une France libre, il n'y a plus qu'une France. Très bien. Mais je lis un peu plus tard, je ne sais pas non plus, Jean-Louis Crémieux-Briac qui dit par exemple l'appel du 18 juin, on remonte en amont, amorce la chaîne des actes par lesquels la France libre prend en charge la filiation républicaine et s'investit d'une légitimité qu'attesteront le soutien de la résistance et le ralliement de l'opinion. Si difficile qu'il soit de rayer Vichy de notre passé, la France libre perpétue les jalons d'une plus digne tradition. Vous voyez bien que là encore, on a l'idée d'un continuum, d'une transformation. Des jalons qui sont posés, c'est une série de choses, la France libre, c'est beaucoup de choses. C'est pas un moment incoatif, l'appel du 18 juin par exemple, et ensuite la firme France Libre & Co, président de Gaulle, ou CEO de Gaulle. C'est pas du tout ça, c'est une transformation. Et donc, c'est une œuvre de l'esprit. Bien sûr, elle existe, bien sûr, elle se manifeste dans la réalité des choses, bien sûr, elle se transforme du dedans, mais fondamentalement, elle est une force qui va, comme aurait dit Victor Hugo, une réalité spirituelle, morale, intellectuelle, programmatique, qui, partie d'une étincelle le 18 juin, va de plus en plus se construire en fonction du futur, par une espèce de révolution qu'elle va opérer. Et c'est au fond un peu ce sur quoi je voudrais m'attarder tout à l'heure. Mais avant d'y venir, cette France libre, composite, si vous voulez, complexe, diverse, profuse, mettons tous les termes que vous voulez, il y a deux remarques à y faire. La première, c'est que, effectivement, elle continue à être vivante dans les âmes et les esprits, bien au-delà de sa durée officielle de validité juridique, si j'ose dire. J'en veux pour exemple que le 23 août 1944, le quotidien Le Populaire identifie le général de Gaulle à la résistance comme étant la France libre. Vous avouerez que c'est un trajet du cavalier sur l'échiquier qui est un peu compliqué, et n'empêche que c'est vivant, et n'empêche que c'est vrai pour les gens. Je lis Jean-Louis Crémieux-Briac encore, qui dit « Le départ du 30 mai 1943, lorsque de Gaulle part pour Alger, clôt l'histoire de la France libre proprement dite, ou, selon la formulation du temps, de la France combattante. » Les dates ne concordent pas, et ça n'a pas d'importance, c'est pas le sujet. L'important, c'est qu'effectivement, l'esprit souffle. Et c'est ça qui était vrai à partir du premier jour, et qui reste vrai jusqu'à aujourd'hui, nous y viendrons à la fin tout à l'heure. Premier jour. Dans mon esprit, ce n'est pas le 18 juin, c'est le 17 au matin. C'est lorsque le général de Gaulle s'envole pour Londres que tout est, en quelque sorte, résolu, tout est décidé. Et d'ailleurs, lui-même y fait référence lorsque, je voudrais rapidement trouver ça, voilà, lorsque dans ce discours de la Batrole qu'on évoquait tout à l'heure, le 15 novembre 1941, il dit, voilà, nous sommes ici pour nous réconforter nous-mêmes, jamais encore nous n'avons plus clairement discerné ce que nous sommes, ce que nous voulons, et pourquoi nous sommes certains d'avoir choisi la meilleure voie pour le service de la France. Ce que nous sommes, dit-il, rien n'est plus simple que de répondre à cette question. Il y aura 17 mois demain qu'elle a été posée et résolue. La résolution, encore, vous voyez, en son deux sens, de résoudre une équation et de manifester une résolution. C'est le 16 au matin, puisque là on est le 15 novembre. Donc, c'est pas le 18 juin le point de départ. Le point de départ, c'est le moment où De Gaulle s'envole, et que donc rétroactivement, tout ce qui se passe avant est caduque, et autre chose commence. Une puissance germinale de la France libre que l'on peut exprimer. Et dès ce moment-là, De Gaulle n'hésite pas à parler de nos braves alliés, ce qui est quand même tout à fait extraordinaire. Il était à la tête d'un effectif à peu près aussi nombreux que celui que je vois dans cette salle, et il parle de nos braves alliés pour parler des Anglais, des Russes, des Américains, etc. Il est redevenu au centre. Et oui, il est redevenu au centre, et c'est ça qui est essentiel. C'est un opérateur logique, c'est un révélateur de quelque chose, un peu comme en photographie, autrefois on révélait l'image qui était sous-jacente, et on peut conclure ce premier temps du développement auquel vous m'avez invité en disant qu'au fond, la France libre appartient moins à l'histoire qu'à la philosophie. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a une œuvre historique, elle est ici sur les murs, et elle est dans nos mémoires, et elle est dans notre histoire collective, mais elle est bien davantage que ça. C'est-à-dire qu'elle n'aurait été rien sans ce contenu. Alors, attardons-nous un instant sur l'occasion de ce contenu.
parce que je pense qu'il va plus loin qu'il n'y paraît. Le général de Gaulle a participé à la guerre de 14-18. Il a été membre de cette plus grande chose du monde qui était l'armée française, si on en croit, quand il y est entré juste après la guerre. Et il en a commenté les conséquences. Et qu'a-t-il vu? C'est que la victoire de 1918, 19, 20, 23, dans la roue encore, avait au fond figé, bloqué, paralysé et peut-être tué la France. C'est-à-dire que le magistère de la force qui l'avait emporté dans cette guerre avait conduit à ce que cette force soit symbolisée par le malheureux maréchal Pétain et que ça nous conduise à la situation de paralysie, de tétanisation et d'impotence, qui est celle qui règne en 1940. Et que peut-être, par conséquent, la défaite quasi absolue de 1940, pourvu qu'elle ait été in extremis rachetée in articulo mortis par l'énergie que lui-même a su y mettre, devient le ferment d'une extraordinaire résurrection. Autrement dit, c'est par la défaite qu'il est possible de faire renaître la puissance française. C'est un paradoxe, c'est presque un oxymore. Et c'est pourtant ça l'essentiel. Si la France avait à moitié gagné, si elle avait un peu résisté, si elle avait maintenu, comme on l'espérait un moment avant le 16 juin, les forces en Méditerranée, si la flotte avait donné, que sais-je encore, on aurait eu une situation bâtarde. Là, il se trouve que la France a fait l'expérience cruelle, quasi mortelle, d'une défaite quasi absolue, d'où peut repartir une renaissance qui la portera beaucoup plus haut, mais pas dans le même registre, pas du tout dans le registre de la grande puissance. On voit très bien qu'elle n'est pas une grande puissance. De Gaulle a fait l'expérience tous les jours à Londres. Il dépend des Anglais pour tout, pour se déplacer, pour téléphoner, pour envoyer des télégrammes, pour se loger, pour être payé. Bref, il a un compte personnel à la Banque d'Angleterre, pour dire qu'il soit extrêmement puissant. Mais, il a la latitude désormais d'incarner la France autrement. La France puissance, elle est à Vichy. Un petit peu à Alger, un petit peu au Maroc, un petit peu dans des colonies comme la OF par exemple. Et alors, c'est quoi cette puissance? C'est plus rien. On enverra l'opération Torch et il ne restera rien de cette puissance en Afrique du Nord. Donc, la France que De Gaulle fait revivre, c'est une France génie, au sens presque Aladdin, c'est le génie qu'on met dans cette boîte et qu'on fait ressortir. Et c'est une France d'avenir, évidemment. Ça ne peut plus être la France puissance qu'on a hérité de Napoléon, de Louis XIV, de tant d'autres. Ce n'est pas la France de toujours, comme on se fait trop sottement à le dire. De Gaulle, c'est celui qui veut ramener la France de Vercingétorix ou de Charlemagne. Non, c'est la France de demain dont il s'agit. Et cette France de demain, elle a une caractéristique absolument fondamentale, c'est qu'elle est bien meilleure que toute autre puissance. Que va-t-il se passer? Surtout lorsqu'on parle en novembre 1941, quand on ne sait pas encore que l'Amérique va entrer en guerre, enfin elle est déjà fortement engagée, on voit bien que la Russie est aux prises avec un vainqueur, les Allemands, à ce moment-là. Il va se passer qu'à l'issue de la guerre, il n'y aura que des chefs de guerre qui vont être aux prises les uns avec les autres, et tout va se neutraliser. On aura un Roosevelt qui pense qu'à établir un ordre mondial. On aura un Staline qui pense à établir un ordre communiste. On aura un Churchill qui rêve de maintenir un ordre britannique. On aura peut-être des Chinois qui rêveront aussi d'exister par ailleurs. La France, que peut-elle espérer? Sinon garder ses colonies, garder l'intégrité de ses biens. Mais elle, la France, elle aura cultivé pendant 4 ans le génie de ceux qui ont connu la tragédie de la guerre et qui n'ont pas l'ambition de la gagner par la force, mais qui la gagne par le génie des idées, par le génie de la civilisation. Et étant le tout dernier, le 18 juin 40, parce que De Gaulle, combien de divisions, et même pas de division, on ne peut pas diviser, il y a juste un tout petit bloc, il va redevenir le premier, dans son esprit naturellement. Mais ce qui va redevenir le premier, c'est pas lui, général de Gaulle, c'est la France, c'est l'idée de la France telle qu'il va avoir le génie de la recomposer. Un détail qui m'a frappé, lorsqu'il commence son allocution à l'Albert Hall, il commence ainsi: avons-nous jugé bon de nous rassembler aujourd'hui? Dans l'espace de 15 lignes, le mot nous revient 14 fois. Ce qui veut dire que ce n'est pas un nous de majesté, ce n'est pas moi, général de Gaulle. Au contraire, il s'efface complètement. C'est nous, les hommes qui. Nous, un nous qui est ouvert par conséquent. Nous, les Français libres. Mais tous ceux qui voudront s'y joindre en tant que Français, reprenant leur dignité d'être libres, fiers, et comme il le disait, voilà, fiers et libres, mais au fond, tous ceux qui sont les amis de la France, tous ceux qui sont les anciens sujets de la France et qui se joindront à elle, tous ceux qui, dans l'univers, partageront l'idéal de la France. C'est un nous, non pas exclusif, non pas inclusif, c'est un nous œcuménique. Et très habilement, évidemment, De Gaulle joue constamment de ce registre entre le nous de majesté qu'il emploie parfois, et puis ce nous extrêmement ouvert, et c'est le mot France qui sert à synthétiser tout ça. En 1944, il n'hésitera pas à dire à Philippe Vianney: la France c'est moi. La France c'est De Gaulle, pardon. La France c'est pas non. La France c'est moi, c'est une lourde erreur de le dire. La France c'est De Gaulle. Autrement dit, il y a une sorte de, un peu comme vous savez quand
l'éclipse de lune passe juste devant le soleil, les deux coïncident, il y a une coïncidence, une consubstantialité pratiquement entre non plus Charles et de Gaulle et la France, et non plus entre la France et l'Hexagone, mais entre la France et une certaine idée de la France qui ne vient pas du passé, qui va vers l'avenir, une certaine idée que la France peut porter au reste du monde. Alors, ça me conduit à cette question très simple, la France libre, c'est qui? C'est eux ou c'est nous? Autrement dit, est-ce que c'est tous ces héros obscurs ou glorieux, est-ce que tous ces têtes brûlées, comment ils les appelaient, voilà, cette poignée d'évadés français qui avaient emporté avec eux l'âme éternelle de la France, est-ce que c'est ça? Ils sont tous morts maintenant, pratiquement, enfin, en tout cas leur rang s'éclaircissent malheureusement. Ou est-ce que c'est nous qui avons en partage cet idéal, cette réalité, cette substance philosophique de la France libre qui nous a été léguée et qu'il s'agit maintenant de regarder de plus près? Alors, donc, je passe, je pense, sur cette énumération des 21 occasions qu'on a de voir naître la France libre, des 7 ou 8 occasions que j'ai relevées, mais il y en a tant d'autres, de la voir se terminer. Et j'aborde plutôt sa réalité. Je prends un petit apologue que tout le monde connaît, vous savez, c'est l'histoire de ce chamelier qui meurt en laissant à ses enfants 23 chameaux, en disant j'en donne la moitié à l'aîné, un tiers au deuxième, un huitième au troisième. En 23 est un nombre premier, alors comment faire? Donc les héritiers vont voir le cadi, qui demande à passer une nuit, qui revient le lendemain avec son chameau, qui le rajoute au troupeau, et 24 se divise en 12 la moitié, 8 le tiers, 3 le huitième, puis il reprend son chameau et il s'en va. Et bien la France libre, c'est le 24e chameau. C'est-à-dire c'est un élément qui, dans l'histoire de France, n'avait aucune raison d'exister, ça n'aurait pas dû advenir, normalement, et qui a joué un rôle clé, pivot, révélateur pendant un temps, et qui a pu se retirer ensuite. C'est le 24e chameau grâce auquel tout est remis en place et que le partage, l'héritage se fait. Et alors, ça nous oblige à avoir à l'esprit un certain nombre de schèmes intellectuels que nous partageons encore sans le savoir, mais qui sont ici très présents, et qui sont les schèmes de 2000 ans de christianisme. Au fond, quand on attrape cette France libre et qu'on voit qu'elle échappe un peu dans sa réalité contingente en tant qu'idée philosophique, on est amené à repenser à la fameuse querelle du filioque, c'est-à-dire que le problème du Saint-Esprit dans la Sainte Trinité, c'est qu'il est à la fois producteur du Christ et issu du Christ. Qui ex patre filioque procedit, et le Fils, il est né de Spiritus Sanctus ex Maria Virgine. Donc c'est un problème logique insurmontable, mais qui a produit la puissance de cette religion. Mais ce phénomène mental-là se reproduit ici. La France libre, c'est pareil, c'est de Spiritus Sanctus et ex Spiritus Sanctus, de Spiritus Sanctus, et le Spiritus Sanctus procède également de la France libre. Et il ne faut pas chercher à aller plus loin, il faut le prendre comme c'est-à-dire une transformation, un mouvement, une évolution. Il irait jusqu'à dire que le mystère de la France libre s'apparente à celui de l'Annonciation, c'est-à-dire le mystère de la virginité de la mère du Christ, c'est-à-dire que la parole féconde, sans qu'on ait besoin de faire intervenir un géniteur officiel et ancien, ce serait peut-être aller trop loin, mais en tout cas on voit bien comment il y a des schémas de pensée qui ont non seulement pu sous-tendre la manière dont le général voyait les choses, mais le faire accepter. C'est-à-dire quand on professe une parole, quand on professe une façon de voir les choses, ça ne germe dans le terrain des mentalités que si c'est déjà ce terrain est ameubli pour les recevoir. Et nous sommes en un temps, à l'issue de, encore une fois, presque 2000 ans de christianisme, où les mentalités ont été longuement labourées, longuement préparées à recevoir ce genre d'hier. Alors, quand je dis qu'elle les reçoit, c'est une façon de parler très optimiste, parce qu'on sait très bien que 99,9% des gens n'ont pas reçu tout de suite, et que ça a pénétré la terre sans que ce soit accepté. Ne parlons pas de Vichy, ne parlons pas des Allemands, ne parlons pas des gens qui s'en foutaient complètement, il y en avait beaucoup. Parlons des résistants, qui n'ont pas du tout compris comme ça, et en tout cas les chefs. Parlons des Alliés. Si on devait citer les horreurs que Churchill a pu écrire sur De Gaulle, on verrait bien qu'il n'avait pas du tout entendu les choses de cette manière. Mais ça fonctionne quand même. Et c'est ça qui est tout à fait prodigieux, c'est qu'effectivement, cette France libre opère une sorte de mutation du sens des choses par la simple fait qu'elle existe. Elle existe un peu aussi sous la forme bizarre que peut revêtir un anneau mobile, vous savez. Elle est à la fois la France libre et la France. Vous prenez par un côté, vous suivez la France, vous tombez sur la France libre, vous prenez la France libre, vous tombez sur la France. Et on ne voit jamais où ça commence et où ça finit. C'est ça l'opération du Saint-Esprit que le général de Gaulle arrive à faire, et qui est tout à fait prodigieuse, et que je crois, probablement personne n'était capable de faire à cette époque, et peut-être en ce siècle. C'est une opération de génie
littéraire, verbal, philosophique, tout à fait exceptionnel. Comme on dit génie génétique aujourd'hui, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on assemble des choses qui pourraient ne pas aller ensemble. Alors, cette conversion graduelle entre l'acte incoatif, le fait de rassembler les combattants qui vont aller au combat et puis s'y tenir avec la dignité d'être des soldats français libres, et à la fin, l'idée que la France est vectrice d'une civilisation à l'usage du monde entier, cette transition, elle se fait en 4 ans, elle se fait lentement, elle se fait difficilement, mais elle a besoin, pour s'accomplir, de quelque chose de plus. Elle a besoin d'avoir une sorte de référentiel, si vous voulez. Si nous revenons à ce qu'est cette France libre pendant longtemps, je m'autorise encore une fois de Jean-Louis Crémibriac pour lire plutôt, la France libre est un mythe. De Gaulle l'enrichit d'apports successifs. Jamais depuis Napoléon Ier, homme d'État français n'aura façonné comme lui à la fois l'histoire et la légende. Or, un des éléments du mythe, c'est que la France libre, c'est la France. Sous la plume de Jean-Louis Crémibriac, que nous révérons tous, qui a été notre président, ce n'a rien d'iconoclaste, c'est juste un constat. Et donc, cette transmutation, si vous voulez, à la limite, on y croit ou on n'y croit pas. Le seul qui ait vraiment fait semblant d'y croire, c'est De Gaulle. Les autres en ont pris des bribes, des morceaux, tantôt ils ont suivi, tantôt pas, c'est plus compliqué. De Gaulle a en quelque sorte greffé, fortifié ce mythe dont nous parle Jean-Louis Crémibriac par plus fort que lui. C'est-à-dire par l'idée que, bien sûr, il y avait l'héroïsme des combattants, bien sûr, il y avait les territoires que nous contrôlions, bien sûr, il y avait les belles et bonnes alliances avec différents gouvernements, plus ou moins compliqués. Bien sûr, il y avait la voix de la France, la propagande, l'écoute, l'enthousiasme qu'elle soulevait. Bien sûr, il y avait les actes commis sur le terrain, les combats, la force. Et bien sûr, il y avait lui qui incarnait et symbolisait tout ça. Mais rien de tout ça ne suffisait. Il y a combattre, oui, d'accord, combattre, les Français ont combattu, mais ça n'empêche pas Staline et Truman à Potsdam de dire la France n'a pas combattu, qu'est-ce que c'est que ce pays, je ne suis pas là pour écouter Tito, De Gaulle et Franco. Vous vous rendez compte de l'association dans leur esprit. Donc ils n'y croient pas du tout que la France ait combattu. Elle a combattu glorieusement, magnifiquement, ici ou là, et De Gaulle les cite avec un enthousiasme prodigieux dans son discours de l'Albert III en 1942, où il cite chaque bateau, chaque combat, pratiquement chaque mort. Bien, elle a combattu, mais c'est pas ça qui a fait la différence dans les combats d'ailleurs. C'est lui-même qui l'écrit à Eisenhower, excusez-moi, à Roosevelt en 1942. J'ai noté tant de choses que je ne sais plus où les retrouver, mais ça va venir, où il explique, grosso modo, que tout ce que la France peut apporter, tout ce que la France libre a pu apporter, ce n'était pas grand-chose par rapport à la nécessité plus importante qui était de ramener la France dans le combat. Donc, il y a trop de papier, ça ne fait rien. Donc, De Gaulle lui-même est conscient que la force et l'héroïque du combat, c'est pas grand-chose. Les alliances, très bien, mais l'alliance de pays occupés ou envahis comme la Pologne, c'est symboliquement précieux, mais ce n'est pas opératoire. L'alliance anglaise, on en connaît les vicissitudes, les péripéties, lorsque Churchill n'hésite pas à dire, à écrire, que le plus grand danger pour la paix en Europe, c'est De Gaulle. L'alliance quand même un peu fragile quand quelqu'un vous dit ça. Et je ne parle même pas de Roosevelt qui disait des choses, et pensait des choses encore pires que ça. Les territoires, très bien. C'est quand même pas des bases d'une puissance extrême. Quand il commence à en avoir une, c'est l'Algérie, mais c'est pas lui qui en disposait auparavant. La propagande, c'est très bien. Mais tant qu'il n'y a pas eu le STO, la propagande n'a pas produit beaucoup d'effets opératoires en France, et ainsi de suite. Autrement dit, il faut apporter à cela une sorte de supplément. Et ce supplément, eh bien, ce qui est extraordinaire, c'est que De Gaulle va le chercher au-dessus, au-delà et en avant du combat pour lequel il a entrepris de la grande aventure qui est la sienne et qui est la France libre. Il le dit d'une manière tout à fait extraordinaire en 1941 encore, le 9 janvier 1941, donc bien plus tôt que le discours que nous évoquions, dans un entretien au Foyles Literary Luncheon sous la présidence du cardinal Hinsley. C'est un peu long, mais je vais d'abord le lire, je crois. Ce fragment de la France, en 1941, fragment de la France, c'est plus la France libre, c'est déjà un fragment de la France, qui lutte aujourd'hui aux côtés de ses alliés, pour la libération de la patrie et pour les grands buts communs. Et c'est ces grands buts communs qu'il va commencer à formuler. Pourquoi elle le fait? Parce qu'il lui reste son âme. Les hommes qui signèrent la capitulation de juin ont méconnu cela, la France libre, elle, ne le méconnaît pas. La France libre s'efforce de mériter cette admirable parole de son excellence, son éminence le cardinal Hinsley, l'esprit de la France n'est pas écrasé. L'esprit de la France. Alors c'est quoi l'esprit de la France? Eh bien,
c'est la continuation de la lutte pour un idéal partagé par des millions d'hommes qui refusent l'esclavage pour eux-mêmes et pour les autres. Autrement dit, on n'est plus dans la continuation du combat comme le 18, 19, 20 juin 40. On n'est plus dans la tentative de restaurer la grandeur de la France sur le territoire, dans le monde, ses intérêts, etc. On est très au-delà de ça. On est au service d'un idéal partagé par des millions d'hommes, et on ne dit pas s'ils sont vivants ou à naître. C'est un idéal œcuménique, en quelque sorte. Alors, quelquefois dans les chiffres, le général de Gaulle a la mauvaise foi de laisser jeter un soir de manif en disant « j'ai des millions d'hommes avec moi », c'est pas toujours vrai. Mais en l'occurrence, là, ce million, c'est un chiffre universel, c'est tout le monde à l'avenir. Hélas, pas tout le monde, mais on va essayer quand même. Et ça conduit à cette phrase admirable qui se trouve sur le socle de la statue aux Champs-Élysées, il y a un pacte plusieurs fois séculaire entre la liberté du monde et la grandeur de la France. Autrement dit, la cause de la France libre, ce n'est plus la France, ce n'est plus seulement la liberté, c'est bien davantage. C'est la liberté du monde. C'est autrement dit un enjeu de civilisation qui dépasse très largement non seulement nos pauvres vies, mais la France, mais la cause de la France libre. Et ce choix d'une sorte d'axiologie supérieure que De Gaulle se propose, si vous voulez, l'oblige effectivement à donner à la France, enfin appeler France quelque chose qui est bien supérieur à la France elle-même. D'ailleurs, on le retrouve au soir de sa vie, lorsqu'il écrit à sa sœur 3 jours avant de mourir, voyons. La France a été l'âme de la chrétienté, nous disons l'âme de la civilisation européenne. J'ai tout fait pour la ressusciter. J'ai tenté de dresser la France contre la fin d'un monde, ai-je échoué. Autrement dit, la France devient un instrument au profit d'une finalité très supérieure, qui est la finalité de rapprocher, dans la deuxième moitié du XXe siècle et pour l'avenir, les réalités géopolitiques que sont les États, les quantités économiques, les peuples, etc., d'une cause qui leur est bien supérieure. Quelle cause? Eh bien, c'est la cause qu'il identifie dans son discours d'Oxford du 21 novembre 1941, justement, donc juste après celui dont nous parlons, et lorsqu'il développe très longuement l'idée suivante, j'en lis le passage seulement. Il faut convenir en effet que dans l'époque moderne, la transformation des conditions de la vie par la machine, l'agrégation croissante des masses et le gigantesque conformisme collectif qui en sont les conséquences battent en brèche les libertés de chacun. La personnalité propre à chacun, le quant à soi, le libre choix n'y trouvent plus du tout leur compte. Il se produit une sorte de mécanisation générale dans laquelle, sans un grand effort de sauvegarde, l'individu ne peut manquer d'être écrasé. Les hommes de mon âge sont nés depuis assez longtemps pour avoir vu se répandre non point seulement l'obligation, mais encore la satisfaction de l'existence agglomérée. Parce que les masses, loin de répugner à une telle uniformisation, ne laissent pas au contraire d'y pousser et d'y prendre goût. Autrement dit, on en vient au point où la méditation sur le sens de la France libre, le besoin de lui donner une dimension très supérieure à ses forces concrètes, le besoin de la singulariser comme étant la manifestation de la France, grande mère des armes et des lois pour l'avenir, le conduit à cette méditation sur la civilisation du XXe siècle. Et là, il est, si j'ose dire, en plein dans l'esprit de son temps. La chose a déjà été mise en évidence à l'envers. Pensez au film Métropolis, qui date je crois de 1927, où on voit une société mécanisée, des gens qui ne marchent pas, qui sont opprimés, etc. Prenez les travaux d'Huxley, les livres de Wells qui sont plus anciens. Il y a toute une inquiétude latente dans cette période des années 30-40 autour du fait que la machine va asservir l'homme. Certains le prennent avec enthousiasme, en URSS par exemple, et les faits sont là, la machine a servi terriblement l'homme là-bas. En Allemagne aussi, d'ailleurs ils dénoncent les régimes en question, et il y a une inquiétude autour de la liberté de la personne humaine, et je dis bien de la personne humaine. On n'est plus dans un monde d'individus, on doit ressusciter la personne. On doit faire réapparaître la liberté, la singularité, la nature autonome de la personne. Et alors, c'est là qu'on trouve une cause pour la France libre. Je poursuis dans ce texte extraordinaire. Si complète que puisse être un jour la victoire des armées, des flottes, des escadrilles, des nations démocratiques, si habile et prévoyante que se révèle ensuite leur politique vis-à-vis de ceux qu'elles auraient cette fois encore abattus, rien n'empêchera la menace de renaître plus redoutable que jamais, rien ne garantira la paix, rien ne sauvera l'ordre du monde si le parti de la libération, et j'insiste beaucoup sur ce mot, au milieu de l'évolution imposée à la société par le progrès technique et mécanique moderne, ne parvient pas à construire un ordre tel que la liberté, la sécurité, la dignité de chacun y soit exaltée et garantie, au point de lui paraître plus désirable que n'importe quels avantages offerts par son effacement. Et la phrase qui conclut cette envolée est extraordinaire. On ne voit pas d'autre moyen d'assurer en définitive le triomphe de l'esprit sur la matière
car en dernier ressort, c'est bien de cela qu'il s'agit. Voilà. On est arrivé au point culminant, et je rappelle que nous sommes en novembre 1941. C'est l'occasion pour moi de dire que ce retournement copernicien auquel procède de Gaulle en 1941, entre une impulsion presque instinctive de continuer la lutte dans les termes où elle était engagée, vers une perception des destins du monde, une explication globale de cette guerre autour d'une crise de civilisation, cette transformation fait de 1941 l'année pivot de la guerre pour 3 raisons, et non pas 2 seulement. Première raison, 22 juin 41, Barbarossa. Deuxième raison, couramment alléguée, décembre 41, l'Amérique entre en guerre et la question est pliée à partir de là. Mais troisième raison, bien plus importante, c'est De Gaulle qui l'apporte. C'est qu'à diverses reprises au cours de cette année, dès janvier et jusqu'au mois de novembre, il procède à une sorte de, je dirais pas répétition, d'affinage, comme on dirait pour les fromages, d'une intelligence du monde contemporain, au titre de laquelle la France a vocation à se trouver la première parmi les nations. Pas parce qu'elle aura été jusqu'à Berchtesgaden, pas parce qu'elle aura eu la gloire de sacrifier des soldats à Bir Hakeim ou des résistants dans le Vercors, que sais-je encore, non. Parce que la France incarnera, incorporera, un terme qu'il utilise à propos de l'histoire de la France libre, qui incorpore petit à petit les territoires, les hommes, etc. La France incorporera le seul idéal qui vaille pour le monde à venir, et dont le reniement et dont le déficit a été cause, non pas seulement que la France a été battue en 40, non pas seulement que cette guerre est épouvantable, mais que les Allemands se sont mis en guerre. C'est qu'à la limite, on est déjà dans l'au-delà de l'histoire de la guerre. Si les Allemands ont été amenés à se comporter comme on sait, c'est-à-dire à partir en guerre, eh bien, c'est parce que ces tendances nouvelles qu'on vient de dire les ont, en quelque sorte, asservis les premiers. Je lis toujours Oxford, 21 novembre 41. Or, c'est dans ces tendances nouvelles que les dictateurs ont cherché et trouvé le succès de leur doctrine et de leur rite. Assurément, ils ont réussi d'abord parmi les peuples qui, dans l'espoir de saisir la domination sur les autres, avec enthousiasme l'organisation des termitières, c'est ça l'Allemagne dans son esprit. Mais il ne faut pas se dissimuler que l'évolution elle-même offre alors de dits nouveaux, d'extraordinaires facilités, et ses champions de chroniques tentations. Autrement dit, Hitler, Mussolini, hop, c'est des marionnettes dans un cours beaucoup plus puissant, qui est la transformation de la civilisation au cours du XXe siècle, transformation que personne n'a connue, et que la France, grâce à sa défaite, qui lui a épargné de tomber dans ces mêmes tentations, et grâce à De Gaulle, qui a converti la défaite en une renaissance, une résurrection, devrais-je dire, la France est capable, elle, de le voir, de le comprendre, d'en sortir, et d'aider les autres à en sortir. Alors, cette transformation, si vous voulez, ce retournement copernicien, nous amène à faire encore un pas en avant vers notre époque. Première remarque. Churchill avait tous les atouts pour tenir ce rôle. C'était un homme qui avait été visionnaire, qui avait sorti des formules, qui a fait preuve en 40 d'un courage incroyable, qu'il a communiqué à toute la nation, qui le lui réverbérait d'ailleurs, et il avait le talent d'être l'homme qui aurait pu dire ça. Dire l'Angleterre est vectrice de la civilisation du monde, c'est l'Angleterre qui va lutter contre les totalitarismes et qui va trouver la formule d'un monde où la personne humaine va retrouver sa pleine dignité. Il avait tout pour être l'homme de ça. Mais pas de chance, à partir de 1942, il s'est servi à la cause que Roosevelt incarne, c'est-à-dire celle de l'attrition de l'ennemi. Donc il redevient un vulgaire combattant, si j'ose dire, quelqu'un qui anime une puissance, qui pense en puissant, qui pense exactement comme la France pensait en 18 au moment de l'écrasement d'Allemagne, qui pense selon les règles d'une puissance qui est terminée, qui est périmée. Et qui le dira? Sinon le général de Gaulle, en 1966, au discours de Phnom Penh, par exemple, lorsque il dit en face aux Américains, mais attendez, vous êtes fous de vouloir gagner la guerre. Bien sûr vous allez la gagner, mais en la gagnant, vous la perdez. Et si vous occupiez la position au contraire du peuple libérateur, du peuple qui transforme, etc., quelle plus grande gloire en rejaillirait sur vous. Oui, je suis obligé de faire la paraphrase parce que je ne retrouve pas la citation exacte, mais c'est pas très grave. L'idée est là. L'idée est là que, au fond, cette guerre qui manifeste la toute-puissance de la force en juin 40, c'est la fin du temps où les Européens pouvaient exciper de la force. Ce qu'ils ont fait abondamment depuis très longtemps. Et c'est fini. Ça ne marchera plus. Ils pourront s'en servir encore longtemps, en 66 et encore au-delà, mais c'est terminé. La force peut durer un moment, mais ce qui va compter désormais, c'est l'esprit. Alors,
phrase sublime de De Gaulle dans le même discours, celui dont nous parlions, c'est-à-dire celui d'Albert Roll, 41, ce qui fait la noblesse et l'espérance de notre temps si cruel à l'humanité, c'est qu'il aura révélé aux nations, je reprends le mot de révélateur, la révélation c'est religieux comme terme aussi, non seulement leur solidarité matérielle, mais surtout l'absolue nécessité d'une communauté morale. S'élève et déferle aujourd'hui la vague des aspirations vers un idéal international. Et en combattant depuis sa première jusqu'à la dernière heure dans le Parti de la Liberté, la France aura maintenu son droit et proclamé son devoir de participer à l'œuvre commune qui, sans sa présence active, serait d'avance très compromise. Oui, l'organisation de la solidarité internationale sur des bases nouvelles et pratiques, mais aussi sous l'inspiration de l'éternel idéal humain, et pour la France combattante, un but très clair et très précis. Alors, nous sommes en train de sortir de l'époque de la guerre, nous sommes en train de venir vers notre temps à nous. Parce que, au fond, pourquoi est-ce que nous nous intéressons à tout ça? Parce que c'est une sorte de fierté et de gloire pour tous les Français que d'avoir eu au moins un Français qui ait su dire ça. Et le dire au nom d'une France riche de son histoire, riche de ses espérances et riche de ses sacrifices. Et ça ne suffit pas. Tout ça, c'est du passé. Aujourd'hui, que faisons-nous de tout ça? Eh bien, je constate que dans le bilan de la guerre, au fond, tout ce que la guerre était censée apporter a entièrement échoué. C'est-à-dire que l'Empire britannique qui espérait s'y sauver s'est écroulé. Les Nations Unies ont versé dans la guerre froide aussitôt arrivée. Les démocraties en ont pris pour leur grade assez abondamment dans beaucoup de parties du monde. La Pologne a été trahie. La Chine a été abandonnée aux communistes. L'Europe en partie aussi. C'était pire qu'avant pour beaucoup. L'Allemagne est écrasée. Bon, et après, l'ONU est impuissante. Bref, les résultats de la guerre sont très mauvais, sauf sur un point. Sauf sur un point. Celui que De Gaulle a formulé. Parce qu'on le retrouve dans un texte tout à fait fondamental pour l'avenir de l'humanité, qui est l'acte constitutif de l'UNESCO du 16 novembre 1945, et qui dit textuellement ceci. Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. La grande et terrible guerre qui vient de finir a été rendue possible par le reniement de l'idéal démocratique de dignité, d'égalité et de respect de la personne humaine, et par la volonté de lui substituer, en exploitant l'ignorance et le préjugé, le dogme de l'inégalité des races et des hommes. Mais surtout, la dignité de l'homme, on y revient à la notion de dignité, et qui est présente à tout moment chez les Français libres et dans les discours du général de Gaulle, la dignité. Exigeant la diffusion de la culture et de l'éducation de tous en vue de la justice, de la liberté et de la paix, il y a là pour toutes les nations des devoirs sacrés à remplir dans un esprit de mutuelle assistance, et qu'une paix fondée sur les seuls accords économiques et politiques du gouvernement ne sauront entraîner l'adhésion unanime et durable et sincère des peuples. Par conséquent, cette paix doit être établie sur le fondement de la solidarité intellectuelle et morale de l'humanité. Là, on est vraiment dans un registre, vous voyez, assez élevé, et dont un seul homme dans toute la guerre, au nom des Français libres, mais avec les Français libres qui ont mis toute leur foi dans cet engagement, a su formuler le dessein EIN. Et il l'a fait d'une manière tout à fait précoce en 1941, une fois les affaires arrangées pour la France libre et abord installée, et au nom de la France libre. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Alors, il me semble que 1966, qui est l'année où De Gaulle s'adresse à la conférence générale de l'UNESCO, dans les termes que je vais lire dans un instant, est un peu l'apogée du général De Gaulle. C'est l'époque où il a été réélu, même si ça n'a pas été aussi satisfaisant qu'il l'aurait voulu, et avant les troubles qui endeuilleront en quelque sorte la fin de son mandat, tellement il peut faire de grandes choses. Il retourne de l'OTAN, il va en URSS, et l'année suivante il va au Québec, il dit des choses terribles aux Israéliens, toutes les mêmes d'ailleurs, c'est de dire arrêtez avec la puissance, coopérons, vivons ensemble, travaillons ensemble. Et en cette année 66, je pense qu'on peut relever un certain nombre d'héritages de cela. D'abord, ce discours qu'il tient le 4 novembre 1966 à la tribune de l'UNESCO, et dont je vais résumer l'essentiel. Si tous les peuples s'accordent aussi volontiers dans les domaines conjugués de l'éducation, de la science et de la culture, etc., n'est-ce pas tout d'abord pour ce motif qu'en dépit des exclusives et par-dessus les frontières, le développement intellectuel commande le progrès général? N'est-ce pas aussi parce que ce sont la pensée, le sentiment et la raison, marques insignes de notre espèce, qui lui confèrent sa solidarité, autrement dit, que l'unité humaine ne procède que de l'esprit? C'est cette phrase que j'avais proposée comme exergue pour notre entretien de ce matin, et je pense qu'elle résume le sens de la pensée du général de Gaulle, du début jusqu'à la fin. Alors, bien entendu, il a été un grand militaire, grand organisateur, grand chef d'État, tout ce qu'on voudra.
Mais tout cela, non pas sous spécie éternitatis, mais sous l'inspiration de cet idéal de l'unité humaine qui ne procède que de l'esprit. Et pourquoi se permet-il de professer comme cela, sans papier d'ailleurs, devant l'Assemblée générale de l'UNESCO? Eh bien, c'est parce que, dit-il, il m'est donné de voir l'initiative prise conjointement en 1945 par le gouvernement français et britannique aboutir à cette réussite, et qu'en outre, la capitale de mon pays a été choisie comme siège de votre noble et fraternelle instance. Mais par-dessus tout, ce qui inspire à la France une exceptionnelle sympathie pour vos travaux et pour vos actes, c'est qu'ils ont pour raison d'être de servir l'unité humaine, ce qui répond essentiellement à sa propre vocation. Le but que vise sa politique, celle de la France, et qui n'est rien que l'unité nationale, européenne, mondiale, est en conformité profonde avec celui que poursuit votre organisation à l'échelle de l'humanité. Tout s'emboîte, les poupées russes se rejoignent, vous voyez. Moi, général de Gaulle, la France libre, la France combattante, la France tout court, la France, l'Europe, l'humanité, le monde. On est dans un continuum, un camailleux, si vous voulez, de renouveau, de résurrection, et de résurrection fondée sur une civilisation. Alors, ça obéissait en fait comment dire, la conversion, elle s'est faite en 1941, vous l'avez vu sur le plan spirituel, et elle s'est concrétisée, si j'ose dire, en 1942. Je reviens un peu en arrière pour lire un court passage de la lettre que le général de Gaulle adresse à Franklin Roosevelt le 26 octobre 1942. Et parce que c'est une anaphore. Il faut qu'avant la fin de la guerre, la France reprenne sa place dans le combat, et qu'en attendant, elle n'ait pas l'impression qu'elle l'ait jamais abandonné. L'impression. Il faut qu'elle ait conscience d'être un des pays dont l'effort aura ramené la victoire. Qu'elle l'ait amené ou pas, c'est pas la question, il faut qu'elle ait conscience. On est dans le registre de l'esprit. Ceci est important pour la guerre et essentiel pour l'après-guerre. Donc conscience, impression, vous voyez que les aspects moraux, spirituels, intellectuels comptent plus que la pratique. Il faut donc que la victoire réconcilie la France avec elle-même et avec ses amis, ce qui n'est pas possible si elle n'y participe pas. Autrement dit, en 1942, on n'est plus dans le fait de dire un petit bout de France qui est moi et mes amis continuons le combat que le maréchal a arrêté. Ça, c'est tout à fait oublié, c'est secondaire, il fallait le faire, mais c'était juste un tremplin. Ce qui compte maintenant, c'est que dans cette guerre, la France soit réincorporée avec tout ce qu'elle apporte de puissance spirituelle, d'impression, de capacité à transformer le sens de la guerre, parce que sinon, la guerre ne vaudra rien. Sinon, c'est pas la peine de la gagner. Hélas, hélas, 3 fois hélas, les dirigeants anglo-saxons ont trahi cette cause, en quelque sorte. En tout cas, l'ont ignorée, ils ne l'ont pas comprise. Lorsqu'on leur disait, je recite encore, j'ai retrouvé quelques citations, je vais les déclarer, la guerre actuelle a pour enjeu la vie ou la mort de la civilisation occidentale. Un devoir commun à nos 2 vieilles et grandes nations, je veux dire le salut de notre civilisation, car voilà bien l'enjeu de cette guerre et le problème de la paix qui suivra. Cette civilisation qui tente essentiellement à la liberté et au développement de l'individu. Alors, la France libératrice propose ça. L'ennui, c'est que les anglo-saxons ont préféré lui substituer leur volonté de vaincre, d'en finir, de passer à autre chose et de continuer comme avant. Oui, j'ai retrouvé, je peux vous la citer encore, la citation par laquelle De Gaulle écrivait à Roosevelt pour dire que la Francie c'était pas grand-chose, c'était pas grave. Si complète que puisse être un jour... Ah non, pas, excusez-moi, c'est pas celle-là, je m'arrête. Stop. Venons-en à la fin, si vous voulez. De Gaulle, Churchill aurait pu assumer ce rôle, il ne l'a pas fait. Les Américains auraient pu l'assumer, ils n'ont pas fait du tout, ils ont raisonné avec la puissance. De Gaulle l'a fait, l'a dit, et d'une certaine manière, parti le dernier, arrive le premier. Sauf que, là où il arrive, il n'est pas en situation de piloter les choses, ou pas beaucoup. La question qui se pose à nous maintenant, si vous voulez, c'est de voir ce qu'il en reste et ce que nous en avons fait. Alors, il y a plusieurs choses qui en restent. D'abord, la dissuasion française. La force de dissuasion telle qu'elle a été conçue par le général de Gaulle et mise en place et qu'elle fonctionne toujours, n'est absolument pas une force de puissance. C'est une force de prévention de la guerre et de contribution à la paix du monde. C'est pas du tout la protection de la France seulement, ça c'est le discours qui est incorporé à la notion de dissuasion. Mais le but, à la différence des forces américaines, soviétiques, chinoises, indiennes, pakistanaises et autres, et j'en passe, n'est pas du tout de faire la guerre, au contraire, d'empêcher. Deuxième acquis, ce discours extraordinaire à l'UNESCO, il insiste sur la valeur fondamentale de l'unité du genre humain. Troisième ensemble, la participation
et la communauté, qui sont des forces très grandes et qui vont jouer dans la politique intérieure et la politique extérieure un rôle important. J'ai relevé simplement des phrases touchantes, si vous voulez, qu'il prononce le 14 décembre 1959 devant la Fédération du Mali, qui va se séparer de la France à ce moment-là. Dans le monde que j'évoquais tout à l'heure, dit-il, et dont j'ai dit bien souvent qu'il était très dur et très difficile, il y a toujours un grand combat, c'est le destin des hommes. Alors je passe un peu la suite, c'est la loi de notre espèce. La liberté est aussi ancienne que les hommes, mais je crois qu'elle est l'enjeu aujourd'hui plus que jamais. Dans le monde où nous nous trouvons côte à côte, la France, le Mali, à cette époque-là, il y a quand même une différence substantielle. Restons les uns avec les autres. C'est le meilleur service que nous puissions nous rendre à nous-mêmes, et en tout cas, et c'est là où c'est important, c'est le service qu'exige de nous l'humanité. Autrement dit, dans la conception de la communauté qui s'installe en 58-59, dans la conception de la coopération, dans la conception de la politique internationale qui va se déployer dans divers discours célèbres à Mexico, à Phnom Penh ailleurs, dans la conduite des affaires du monde, dans la marche à l'Europe par des moyens graduels, mesurés et solides, marche à marche, pas comme ça n'importe comment, pas comme un cabri. De Gaulle ne fait que déployer et développer ce qu'il a dit, pensé et annoncé en 1941, au nom de la France libre. Et c'est pourquoi je considère aujourd'hui, si vous voulez, que nous, pas seulement dans cette pièce où je tiens à honneur de m'exprimer, mais de l'Assemblée qui nous écoute et nous constituons, mais nous, les Français aujourd'hui, nous sommes dépositaires de cet héritage. Qu'en avons-nous fait? Qu'en avons-nous fait? Et la question se pose vraiment. C'est bien, effectivement, d'avoir quelqu'un qui le dit, mais il ne peut pas être tout seul. Et dans le discours de Bayeux, par exemple, sur cette phrase, « Le salut devait venir d'ailleurs, il vint d'abord d'une élite spontanément jaillie des profondeurs de la nation, et cette élite, alors un certain nombre de caractéristiques, elle a surtout une confiance souveraine en la force et en la ruse de sa puissante conjuration, aussi bien qu'en la victoire et en l'avenir de la patrie. Confiance en la force et en la ruse de la puissante conjuration. » Et la France libre, c'est une conjuration. Dans les même de Gaulle, là, Bayeux, c'est pour moi qui l'invente. Voilà. Et ça, je pense que c'est l'élément clé. C'est-à-dire, pour avoir confiance, il faut être certain qu'on sert une cause qui va durer plus longtemps que l'entreprise qu'on a conduite, une cause qui dépasse de très très loin nos pauvres vies, une cause qui est bonne en soi, autrement dit, qui a une dimension presque théologique. Et chez De Gaulle, c'est parfaitement calculé, c'est pas une profession de foi. C'est l'idée que si le monde ne fait pas ça, il va mourir. Mais cet héritage, nous l'avons perdu. Nous n'avons plus cette confiance. Nous ne nous considérons plus comme une élite. Nous n'avons plus le courage non plus de mener à bien les actes que ceci comporte. Nous sommes dans une situation, par rapport à nos devoirs de grande puissance, qui sont, je crois, tout à fait désolants, et nous manquons aussi peut-être, et là c'est un enjeu plus grave, revenons dans une logique gaulienne, du levier qui permet cela. Si la France libre a pu exister et s'exprimer, comme je l'ai dit, si l'UNESCO a pu naître en 1945, c'est qu'il y avait la concordance entre deux phénomènes fondamentaux, le tsunami de la guerre qui dévance une énergie phénoménale, et cette énorme énergie correctement dirigée produit des effets qui peuvent être bénéfiques, on le voit avec la France libre, on le voit avec l'UNESCO. Et puis l'apogée d'une civilisation occidentale dont De Gaulle exprime avec force le contenu. L'Angleterre et la France, dit-il, en sont les vecteurs. Ce n'est pas ces sauvages de Russes et ces sauvages d'Américains qui vont nous sauver. Comprenons, M. Churchill, s'il vous plaît, que nous pouvons, vous et moi, rebâtir un monde qui sera un peu civilisé. On peut essayer. Churchill lui répond non. Moi, je suis derrière M. Roosevelt. Et beaucoup de gens disent non, moi, je suis derrière M. Staline. Donc, au fond, cet appel à une union des volontés, une union des esprits, des intelligences, fait un peu long feu, malheureusement, une fois la guerre gagnée, y compris en France d'ailleurs. Alors c'est quoi l'équivalent aujourd'hui? L'équivalent de la guerre et de cette formidable énergie? C'est le Covid, c'est l'écologie, mais tout ça est dérisoire, tout ça est distribué à petite dose homéopathique, ça n'a aucun effet de levier de cette importance. La seule chose qui pourrait en avoir un, c'est une prise de conscience par l'humanité qui étant passée dans la durée d'une vie d'homme, certes âgée, mais pas tant que ça, moi par exemple, de 2 milliards quand je suis né, à 8 milliards quand je mourrai, c'est un phénomène qui transforme le monde de manière drastique. C'est ça qui compte. C'est la seule chose qui compte. L'écologie n'en est qu'un effet, les problèmes politiques n'en sont qu'un effet, la propagation du terrorisme ou de certaines doctrines, tout ça est secondaire. C'est ça l'enjeu majeur. Comment on traite? Par quels moyens on traite? Par quelle manière de mitmachen, comme disent les Allemands, par quelle manière de rester ensemble
comme dit le général de Gaulle, pouvons-nous prendre en main ce problème? Et quel sens avons-nous de nos responsabilités, nous, Français, nous, héritiers de la France libre, nous, qui avons pu, dans notre longue histoire collective de France, produire un général de Gaulle capable de dire ça, qu'est-ce que nous en faisons? Eh bien, je pense que c'est une question qu'il faut adresser à tous ceux qui veulent bien y réfléchir, mais c'est une question qui, je pense, fait honneur à l'institution qui nous accueille aujourd'hui, c'est-à-dire à la France libre, dont c'est le patrimoine, le Graal à préserver. Dans la guerre du feu, on se promenait avec de petites braises pour essayer de rallumer le feu ailleurs. La braise, elle est ici. Et c'est bien le devoir, au moment où disparaissent les derniers compagnons, le dernier compagnon, au moment où disparaissent tous ceux qui ont connu cette épopée, de comprendre qu'elle nous a laissé un devoir d'une haute tenue, un devoir de civilisation, et dans lequel il s'agit de faire entrer effectivement tout ce qu'une longue histoire de la chrétienté, de l'Europe, de la France, a pu faire entrer de respect de la dignité humaine. Merci. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone.